comment elle va, la Terre? Et vous, comment vous allez? Ce sont les deux phrases avec lesquelles je commence mes conférences en ce moment. Et comment elle va, la Terre? Et après, je demande, et vous, comment vous allez? Parce que je pense que nous sommes collectivement passés brutalement, avec cette expérience récente, dans un mode de subjectivité, c'est pas cette expression un peu compliquée, philosophique, je veux dire, on est passé dans un régime de double dislocation, et vous l'avez senti comme moi. Vous avez senti comme moi que brusquement votre corps pouvait être un flux mis en contamination, mis en percolation, mis en rencontre avec d'autres flux d'agents sociaux microscopiques. Le Covid est un agent social, il est produit par notre socialité. C'est pas du tout un truc qui se balade ailleurs dans la nature, c'est un agent social qui appartient, disons, au seuil néolithique de notre civilisation d'écriture, de ville, de cité, de papier, et civilisation dans laquelle nous avons grandi, nous les vieux, et qu'on nous avait appris, je me souviens quand j'étais en terminale, on me disait que c'était bien cette civilisation, et que c'était le passage de la nature à la culture qui était assuré par là. C'est assez exact. Ce passage de la nature à la culture s'est fait, mais en tout cas dans le régime de l'imagination occidentale, en séparant quelque chose qui aurait été de la nature d'autres choses qui auraient été de la culture. Et nous, les penseuses et les penseurs du XXIe siècle, nous, les femmes et les hommes qui cherchons à écrire, à créer, à travailler, à fabriquer, à continuer à vivre sur une planète qui commence à se rapetisser, nous savons que notre capacité individuelle de vivre, on ne peut plus la penser simplement à l'échelle corporelle des gros blocs séparés, de quelqu'un qui, si je le bouge comme ça, il va se lever avec ses pieds. Ce niveau molaire de l'individuation, merci, ce niveau molaire du corps est quelque chose qui continue à exister, le mien aussi existe sur ce mode-là, mais en même temps qu'on a cette réalité-là, on a été baigné et diffusé dans cette double existence complexe, d'un côté le flux moléculaire des agents pathogènes avec lesquels nous coexistons sans arrêt, puisque vous savez bien que dans mon corps, les millions de bactéries étrangères à mon existence sont la seule réalité qui me permette de subsister. Donc nous sommes ces collectivités peuplées. Nous le savons au niveau de notre organisme biotique, mais je vous parle depuis le début d'un double flux issu du Covid. Ce double flux, c'est pas simplement le fait que son corps est maintenant complètement baigné par le rapport microscopique et moléculaire qu'il a avec des agents sociaux. Le pauvre, il va se nettoyer les mains après mon petit discours et peut-être se moucher dans un mouchoir. Mais en plus, le fait que notre existence sociale soit contaminée par des éléments si petits montre que nous avons déjà basculé, en fait, depuis le XVIIe siècle, dans une conception de nous-mêmes qui est déjà une conception digitale. Vous avez bien vu que la seule réaction que nous avons pu avoir au Covid, c'est de nous digitaliser à outrance, ce que nous avons fait tous, puisque nous n'avions pas d'autres moyens. Bref, nous, qui nous pensons encore à l'échelle individuelle, qui avons encore cette habitude de penser que, droit dans ses bottes, on est une personne entière. Nous sommes déjà ces deux flux, un flux microbiotique social, un flux digital. Et en disant ça, je vous ai introduit, je pense, à ce qui me semble être la transformation la plus importante que Guattari et Deleuze, que Guattari nous ont obligés, si vous voulez, à quitter le petit niveau de l'individualité solide et heureuse, ce petit niveau de cette individualité qui était encore, on va dire, régnante et rayonnante pendant l'Antiquité, mais que nous avons quitté quand, nous, les Occidentaux?
Est-ce que vous pouvez répondre à cette question? Moi, je le peux. Ça montre tout simplement que notre subjectivité est produite. Elle est produite comme le sont l'eau ou l'aluminium, et c'est bien dans cet ordre-là que j'énonce cette idée de production de la subjectivité. Même les subjectivités humaines sont produites. Elles sont produites collectivement. Elles sont pas produites sur un mode qui est inhumain ou sur un mode qui est extra-humain, mais elles ne sont pas produites par un jeu qui est exclusivement humain. Et donc, c'est la raison pour laquelle il faut, si on a envie de réfléchir à ça, revenir sur la question des régimes de signes et accordés, que nous avons changé de régime de signes, et que lorsqu'on parle d'écriture, puisqu'il va en être un petit peu question dans l'exposé que je vais vous faire, lorsqu'on cherche à comprendre ce que c'est que l'écriture, ou lorsqu'on s'intéresse aussi à l'image dans le champ très, très large et bizarre que Deleuze a ouvert à propos de la question de l'image, parce que l'image, du coup, vous ne devez pas la concevoir comme quelque chose qui serait, comme on voit ici, l'opposition entre une photo figurale, une photo figurative, et puis un texte écrit. Non, vous devez penser image en sortant du régime du cadre et en pensant l'image comme une individuation, c'est-à-dire en pensant l'image comme quelque chose qui donne une zone d'existence, et donc vous êtes vous aussi des images. Or, dans ce régime d'images, il faut dire de façon très brutale que nous, lorsque nous réfléchissons sur l'écriture, nous perdons de vue la plupart du temps le fait que écrire n'est pas simplement faire ce que Damasio est en train de faire en graffant sur son carnet, car Damasio n'a écrit aucun des livres de lui que vous pouvez lire. Les livres de Damasio que vous lisez n'ont pas été graffés par Damasio lui-même. Qu'a fait Damasio à un certain moment? Il a grafouillé dans un petit carnet. Cette chose-là a fini peut-être par devenir un texte écrit dans un agencement collectif d'énonciation qui doit prendre en compte maintenant pas simplement le fait que Damasio a réussi à apprendre à lire quand il était petit, il a réussi ensuite à apprendre à écrire. Il l'a fait probablement avec une plume de sergent-major. Il l'a fait, lui, il n'a pas eu de mal à apprendre à écrire parce que il a pu écrire au masculin. Et il a pu écrire au masculin que son « il » était un « il » rayonnant. Au masculin, la langue dans laquelle il a appris à écrire, le français correct, était pour lui un français plus facile à digérer que pour d'autres petites créatures comme celle qui se tient devant vous, qui n'était pas du bon sexe pour s'intégrer bien à la langue. Mais donc il a appris à écrire et il a réussi à graffer. Un jour, ayant graffé suffisamment, il a fallu quand même un changement qui est un changement absolument important et qu'on ne prend jamais en considération quand on parle de littérature ou quand on parle d'écriture. Ce changement, c'est un changement qu'il faut prendre de manière marxienne, comme un changement de régime technique, d'équipement collectif de savoir. Et ce changement de régime technique, c'est l'apparition de l'imprimerie. Le passage de la chirographie, le fait d'écrire avec sa main, à la typographie, le fait d'écrire avec des types. Mais qu'est-ce que c'est que l'imprimerie? C'est ancien, l'imprimerie. Ça continue à fasciner. Certains continuent à l'adorer, et j'en fais partie. L'imprimerie, c'est le début du capitalisme. L'imprimerie, c'est la première production capitaliste d'envergure où, avec des fontes, vous êtes capable de reproduire des caractères qui sont évidemment tous pris dans l'uniformité et la continuité de la série. Avec l'imprimerie, déjà, la littérature a été bousculée et basculée dans le capitalisme. Avec l'imprimerie et le fait que nous lisons les livres de Damasio imprimés, c'est-à-dire que nous n'avons pas à déchiffrer son écriture, qui a l'air épouvantable, mais que nous lisons une page qui a l'air d'avoir la stabilité du marbre. Et en effet, cette page a la stabilité du marbre, parce que c'est avec le marbre, et c'est avec, je veux dire, la pierre, c'est avec, je veux dire, les inscriptions que l'écriture a forgées dans les sociétés humaines, sa place, qui est une place publique, qui est la place du droit, qui est la place de la civilité qui s'expose. Et donc dans l'écriture, dans la
je veux dire, le geste graphique, même pictural de l'écriture. Je parle de l'écriture alphabétique. Il faudrait faire des analyses différentes pour d'autres types d'écriture, mais qui seraient valables aussi, avec quelques modifications. Donc, cette écriture imprimerie, cette écriture imprimerie est l'agencement d'énonciations collectives qui permet la diffusion de l'écrit auprès d'une individuation complètement nouvelle et qui n'existait pas du tout avant qu'il y ait l'imprimerie. Vous n'imaginez pas qu'avant l'imprimerie, on ne lisait pas de livres. On ne pouvait pas lire de livres. Pour lire un livre, il fallait l'écrire. Vous comprenez? Il fallait d'abord l'écrire, ou il fallait déchiffrer. Et donc, on ne lisait pas, on écoutait celui qui lisait. Et on lisait soi-même, mais on lisait à voix haute, et donc il fallait entendre le son prononcé pour que la lecture s'opère. Je dis ça pour que vous compreniez bien que le choc de l'imprimerie, qui déjà est tellement important et qu'on a du mal à modéliser, là ça fait 10 minutes que j'en parle, et je vois que vous êtes surpris, mais que vous comprenez ce dont je parle, eh bien cette modélisation qui prend appui sur le XVIe siècle, 400 ans d'évolution sociale dans lesquelles nous avons vraiment été entièrement façonnés. Donc ces 400 ans d'évolution de l'imprimerie ont été fracturés, c'est là où je voulais en venir, et nous n'avons aucune arme pour penser ce nouveau monde, parce que le monde dans lequel nous sommes, ce n'est plus le monde de l'imprimerie, c'est le monde du digital, c'est-à-dire un monde où, par exemple, pour l'écriture, au lieu de continuer à être sur la version texte, c'est ça qui a permis le structuralisme, entre parenthèses, sur la version texte, c'est-à-dire qu'on pense la textualité comme un donné, c'est Mallarmé. Mallarmé n'existe pas sans l'imprimerie. Mallarmé, c'est de la poésie visuelle, c'est-à-dire il fait de la poétique typographique, une typographie poétique chez Mallarmé qui remplace l'émotivité du son sonore et de la voix, qui fait que le poème chez Mallarmé est tout autant typographique que poétique et vocal. Il y a les deux anciennes formes qui se cumulent parce que on a parlé de phylum machiniques différents, le phylum de la main et le phylum de l'imprimerie, mais ils sont tout le temps entrelacés, comme on voit bien ici, avec ceux qui grattent sur leur carnet et ceux qui écrivent sur leurs ordinateurs. Et donc, nous sommes passés du choc digital, c'est-à-dire que nous ne sommes plus dans le schème imprimerie, et de ce choc digital, nous n'avons pas encore les moyens intellectuels et le formalisme adéquat pour pouvoir le penser. Alors je sais bien que Deleuze d'un côté et Deleuze-Guattari de l'autre ont écrit des textes qui sont formidables et qui sont très courts, je dis ça pour les élèves en école d'art, formidables et très courts pour réfléchir sur ces questions-là, mais le point principal est dans le passage de l'imprimerie au digital, qu'on n'est plus à l'échelle individuelle corporelle, à l'échelle du corps humain. Cette échelle du corps humain n'est plus la seule échelle dans laquelle nous existons. Elle est non pas obsolète, puisqu'elle continue à être importante. Par exemple, si on me coupait en deux immédiatement, je serais un petit peu diminuée. Il n'est pas exclu que je survive. Et dans ces cas-là, mon existence poursuivrait, mais en continuant l'opération, au bout d'un certain temps, je m'effacerai évidemment comme n'importe qui, mais je veux dire par là que ce sont les régimes d'individuation sociale technique que nous devons prendre en compte. Je veux dire par là aussi que l'art ou la littérature, et depuis le début, n'a jamais été quelque chose qui aurait été seulement l'affaire des humains. Je dis des humains, je ne dis pas des hommes. Vous verrez que l'histoire de l'art en Occident est presque exclusivement une histoire masculino-centrée. Il ne faut pas du tout en tirer aucune autre conséquence que le fait que ce sont des hommes qui ont écrit cette histoire et qui l'ont écrite pour eux. Et par là, ça ne veut pas dire du tout déclarer du tout une guerre entre masculin et féminin, mais simplement montrer que toute culture opère sur son régime de stabilisation et que toute culture définit une norme de validité. Et la raison pour laquelle nous, enfin moi, et apparemment d'autres ici, ont été saisis par Deleuze, ou par Guattari Deleuze, c'est parce que dans ces textes, on avait l'impression d'avoir un accès à quelque chose de la littérature qui n'est pas simplement en prise avec le dogme d'une norme grammaticale, d'une norme orthographique à respecter.
Une des raisons pour lesquelles nous avons aimé l'art au XXe siècle, c'est que l'art nous semblait, au XXe siècle, la possibilité d'une riposte et la possibilité d'une transformation du monde qui était toujours du côté du mineur. Toujours du côté du mineur. Pourquoi? Je vais maintenant l'expliquer. Qu'est-ce que c'est que la réussite d'un style? Très délicat. Le style, c'est une notion qui a été forgée en plein cœur bouillonnant des chaudrons capitalistiques, parce que le style vous demande d'épingler la personnalité d'un auteur dans une lignée qui est une lignée familialiste de possession et de propriété, de telle manière que dès qu'on pose la question du style, on pose la question de savoir s'il y a une matrice de ce style possible. Bref, chaque fois qu'on admire, et c'est ça le drame de la culture, mais aussi le drame de nos existences, qui cherchons à ajouter une page à toutes ces pages, chaque fois qu'on admire, on normalise. Et chaque fois qu'on admire, on transforme en modèle. Alors, le modèle, comme le disent Deleuze et Guattari dans Rhizome, c'est pas un problème, le modèle. Parce que le modèle, qu'est-ce que c'est qu'un modèle? Le modèle ne préexiste pas à notre admiration. Le modèle, il est créé par le geste de notre enthousiasme. Deleuze est venu modèle pour moi à partir du moment où, ouvrant ces pages, j'ai commencé à lire Mille plateaux et à trouver absolument remarquable les dégringolades de concepts qui s'y échafaudaient. Mais cet enthousiasme-là, ce n'est pas ça que l'on peut communiquer directement dans une conférence, puisque les gens doivent être attrapés par eux-mêmes. D'une certaine manière, cette expérience-là n'est pas une expérience que l'on peut, on peut la provoquer, on peut améliorer les conditions de cette expérience, mais on ne peut pas la remplacer. Donc je suppose une expérience du style pour vous, et je l'imagine exactement comme vous l'entendez, et par style, je veux dire une réussite quelconque. Comment peut-on l'expliquer? Comment peut-on expliquer une réussite quelconque? Eh bien, on peut l'expliquer en cherchant à comprendre la manière dont la réussite effare par son indétermination. Je ne suis pas du tout en train de vous dire que la réussite réussit. Je suis en train de vous dire que dans le style, je vais prendre un exemple parce que autrement ça va être trop abstrait. Prendre un exemple de style pour qu'on voit comment ça peut marcher. Je vais prendre un exemple je vais le prendre tout de suite. Alors exemple. Divisant la hauteur d'un arbre incertain, un invisible oiseau s'ingéniait à faire paraître la journée courte, explorait d'une note prolongée la solitude environnante, mais il recevait d'elle une réponse si unanime, un choc en retour si redoublé de silence et d'immobilité qu'on aurait cru qu'il venait d'arrêter pour toujours l'instant qu'il avait cherché à faire passer plus vite. Un oiseau sur une branche chante. Là, on a un double exemple. L'auteur est Proust, un de mes amours, peu importe que ça soit Proust. Pourquoi est-ce que la phrase est intéressante et en quoi est-ce que je peux l'utiliser comme un exemple de style? Elle est intéressante parce que c'est une phrase qui est une phrase composée de mots, de syntagmes en français, dont la lenteur est d'abord un peu diabolique et effarante. Divisant la hauteur d'un arbre incertain. L'arbre est incertain, la hauteur est divisée. Un invisible oiseau, on ne le voit pas, s'ingéniait à faire paraître la journée courte. Donc qu'est-ce qui se passe ici? On a affaire à un petit fragment textuel où ce qui est écrit, c'est l'individuation d'un son. C'est en même temps une théorie de la musique. Divisant la hauteur d'un arbre incertain, un invisible oiseau s'ingéniait à faire paraître la journée courte. Explorait la solitude environnante d'une note prolongée, mais il recevait d'elle une réponse si unanime, l'oiseau, en train de siffler sur sa branche, explore la solitude environnante. Le trajet du son est d'abord et exclusivement une déambulation spatiale. Et c'est bien ça, un son. C'est d'abord un choc, c'est-à-dire un choc qui est transmis par l'air, et qui, quand il est transmis par l'air, si vous avez des oreilles,
vous allez pouvoir le recevoir. On est ici dans le régime du signe. Il y a un signe qui est émis par un oiseau. Le signe n'existe pas sans le milieu. Il a été question de milieu un petit peu l'autre jour. Attention, le milieu, c'est pas seulement le truc qui m'entoure. Non. Non, non. Le milieu, c'est beaucoup plus important. Moi, par exemple, je suis en symbiose avec les éléments. Je suis en symbiose avec les éléments chimiques, moi. Et vous aussi? Moi, je suis en symbiose avec les éléments chimiques de telle manière que, regardez, je ne peux arrêter de respirer que quelques minutes. C'est-à-dire que ma symbiose avec le milieu, quand je dis milieu, c'est pas du tout quelque chose qui est extérieur à moi, dans lequel j'interviendrai. Quand je dis milieu, je veux dire une condition de mon existence. Alors, le milieu n'est pas non plus antécédent. Le milieu est une condition de mon existence et il est transformé au fur et à mesure que moi-même je me transforme. Et c'est ça qu'on attend de vous, les gosses. On attend de vous que vous changiez le monde. Bon, pourquoi? Parce que on l'attendait de nous aussi. Et vous voyez comme on a bien réussi, hein? D'accord? Donc le monde qu'on vous transmet étant ce qu'il est, le milieu ici est un milieu qui est un milieu de constitution où l'individu et le milieu existent en même temps. Ce que je veux dire par là, c'est que vous n'avez pas d'un côté le milieu qui se met dans une chambre et qui permet la production d'un individu. Non, ce que vous avez, c'est individuation et milieu dans le même geste. Ça, c'est un élément important d'un philosophe que j'aime beaucoup qui s'appelle Simondon. On n'a pas besoin de le savoir. Deleuze l'a très bien lu. Et il le comprend très bien, et il a intégré ça une fois pour toutes. Alors, du coup, si mon écriture est prise aussi dans un milieu, elle est prise aussi dans un milieu de constitution, mon écriture, supposons que j'écrive, ou supposons que j'ai écrit la phrase de Proust. Hein, je l'ai écrite dans la mesure où je vous l'ai dit, exactement la même chose. Je viens de la performer, d'accord? Je fais partie de l'agencement collectif d'énonciation qui permet à Proust d'écrire. Il en était ravi lui aussi. Bon, il y a cet effet rétroactif du rapport, si vous voulez, avec l'œuvre, qui est très très important et qui exige une prise en considération des milieux. Et quand je parle de milieu, je veux dire ici pas simplement le cadre, mais l'ensemble des composites, l'ensemble des comment est-ce que je veux dire ça simplement, l'ensemble des agents sociaux avec lesquels on peut faire ce qu'on aime faire quand on trafique, quand on bricole, quand on fait de la cuisine, etc. Et ces agents sociaux sont tous des agents techniques. Je disais en plaisantant au déjeuner que j'avais eu du mal à me séparer de mes silex, que pendant des millions d'années, j'avais appris à jouer avec des silex et que maintenant, j'avais du mal à m'en débarrasser, hein, en reprenant sur ma personne l'ensemble de l'évolution des hominidés, d'accord? Et donc, du coup, vous devez penser la littérature autant que l'art dans un rapport qui est un rapport de technologie. Ça, c'est très présent chez Deleuze et chez Guattari, plus présent chez Guattari que chez Deleuze. C'est présent chez Deleuze avec un thème un petit peu différent qui fait que parfois, on peut avoir l'impression qu'il met l'art au-dessus de la technique, ce qui est une des caractéristiques de l'âge esthétique. C'est une caractéristique de la manière dont l'art s'est constitué dans nos sociétés à nous. Il n'y avait pas d'art avant le XVIIIe. Il y avait de la technique. La preuve est que votre école s'appelle l'école des beaux-arts, ce qui prouve bien qu'il y en avait d'autres. Autrement, on ne les aurait pas appelés les beaux, d'accord? Et que nous, au XXIe siècle, nous avons la charge de repenser cette indistinction entre technique, technologie et art pour cesser de vous mettre, vous, les artistes, en opposition avec le monde de la production. Bien entendu, vous êtes au cœur du monde de la production, mais comme si l'activité d'art était une activité qui était en dehors du champ social. En réalité, elle est intégralement baignée dans les sémiotiques qui sont les sémiotiques technologiques. Pour la littérature, je l'ai montré rapidement avec le passage à l'imprimerie, mais le passage au digital transforme en réalité, a déjà transformé notre rapport à la littérature. Pour la peinture et l'ensemble des autres arts, c'est encore évidemment beaucoup plus immédiat. C'est plus difficile à penser pour la littérature parce que on oublie la main. Pour la littérature, on fait abstraction de tout le socle technologique qui est pourtant absolument décisif et dans lequel on a été baigné depuis qu'on est tout petit. Parce que moi, je montre ma main gauche parce que évidemment,
je suis une gauchère, mais cette main a été domestiquée. Les 2 autres mains qui m'ont appris à taper sur l'ordinateur aussi. Cette domestication n'est pas, quand je dis domestication, c'est une transformation corporelle qui ne touche pas simplement notre corps et pas simplement nos mémoires, comme le disent par exemple à l'heure actuelle Stigler ou d'autres penseurs dans des directions qui m'intéressent beaucoup. C'est pas une mémoire qui est une mémoire seulement aïdétique ou conscientielle. Non, la technologie est au cœur de notre affectivité, au cœur de nos sentiments, au cœur de la production de subjectivité, RO aluminium, dont je vous parlais il y a un instant. Alors revenons au style, parce que j'ai parlé combien de temps là. Revenons au style et à la phrase de Proust, divisant la hauteur d'un arbre incertain. Maintenant, on est en possession de tout ce qu'il nous faut pour pouvoir la comprendre un petit peu. On a d'abord affaire à un appareillage, qui est l'appareillage de l'alphabet, qui est disposé sur la page d'un livre dans lequel nous avons rencontré cette phrase, qui maintenant peut se déplacer dans notre mémoire. Ce que la phrase énonce, c'est que lorsque il y a la production d'un signe quelconque, ici un oiseau, la production de ce signe est presque une invention de la musique, parce que ce que le son fait, c'est qu'il explore l'espace alentour, divisant la hauteur d'un arbre incertain. Un invisible oiseau, s'ingéniait à faire paraître la journée courte, explorait d'une note prolongée la solitude environnante, mais il recevait d'elle, de la solitude environnante, une réponse. C'est-à-dire, quand est-ce que vous entendez le son? Vous entendez le son au moment où vous l'avez entendu, réverbéré par la structure d'écoute qui vous le rend perceptible. Il y a là une décomposition qui est à la fois très claire et incroyablement précise de l'apparition, de l'individuation d'un son à partir du moment où il est entendu. Et il est entendu à partir de l'espace. L'écoute, ici, produit le son. Et cette écoute, c'est pas celle de l'oiseau, c'est pas celle du narrateur ou celle d'un humain qui serait ici en train de percevoir la danse animale, ou végétale, paysagère, etc. Non, c'est la perceptibilité, le son se constitue dans le texte comme cette expérience-là qui a été portée par le paysage, c'est du soundscaping et pas du landscaping, qui a été portée par le fait que le son n'est plus pensé simplement dans une relation d'oreille à oreille. Il est d'abord pensé comme une respiration qui, pour qu'elle puisse éclater, fait vibrer le tambour, fait vibrer la peau, et la peau sur laquelle la musique réagit, la musique de l'oiseau ici, cette peau, c'est la peau tendue de l'ensemble du paysage, qui s'est rendu compte qu'il était solitaire avant que l'oiseau ne se mette à chanter. Et tout ça pris dans un fragment d'instant qui est très très bref, puisque le son, quand il démarre, nous fait à la fois explorer la solitude environnante, et puis il nous la renvoie. Et donc, même si dans cette phrase, Proust a l'air de supposer qu'il y a un humain qui écrit, peut-être que Proust lui-même pensait écrire cette phrase-là, avec sa main chirographique, mais avec l'expérience qu'il permet de nous faire faire ici, c'est une expérience qui est celle où nous sommes dans la position, même pas la position de l'oiseau, non, nous sommes dans la position du son qui se recueille et qui éclate. On a affaire là à une individuation, et c'est comme ça que vous pouvez comprendre ce que c'est que le style. Pour terminer, je vais travailler un petit peu avec vous sur une citation, enfin sur un fragment, un deuxième fragment, qui est un fragment tiré de Maurice Blanchot, It's for You, de Thomas l'Obscur, si je me souviens bien, non, de La part du feu, pardon. Un fragment qui est important pour, à mon avis, bien placer la manière dont Deleuze conçoit le style, alors indépendamment du schème de propriétaire que je critiquais tout à l'heure. Je disais que le style était capitalistique et demandait simplement à avoir une sorte de partition de partition feuilletée d'une privatisation de la chose littéraire, tandis que avec la phrase de Proust et avec le morceau de Blanchot que je vais travailler avec vous tout de suite, je voudrais sortir de cette compréhension-là.
Alors, je vous donne tout de suite la citation de Blanchot, que vous connaissez peut-être tout à fait, elle est très belle, et elle intervient à un moment où Blanchot, lui-même écrivain critique, se demande comment Kafka a réussi à devenir écrivain. Une question qui taraude. Ceux qui critiquent cherchent aussi à écrire. Et la réponse de Blanchot est la suivante. Il ne me suffit donc pas d'écrire « je suis malheureux ». Tant que je n'écris rien d'autre, je suis trop près de moi, trop près de mon malheur, pour que ce malheur devienne vraiment le mien sur le mode du langage. Je ne suis pas encore vraiment malheureux. Ce n'est qu'à partir du moment où j'en arrive à cette substitution étrange, il est malheureux, que le langage commence à se constituer en langage malheureux pour moi, à esquisser et à projeter lentement le monde du malheur tel qu'il se réalise en lui. Une belle citation, mais elle est entièrement fausse. Et il faut maintenant la brûler aux orties. Elle est entièrement fausse et il faut la brûler parce que, d'une part, alors, Blanchot, ce que dit Blanchot, c'est que dans le langage, avec sa neutralité, dans les mots ordinaires de la langue que nous utilisons, et nous savons bien, nous avons cette expérience, nous savons que les mots ne renvoient pas à des choses, mais qu'ils renvoient à d'autres mots. Que si on dit chaise, on comprend que c'est chaise et pas chose, et que si on dit chaise, on comprend que c'est chaise et pas fauteuil. Et donc que le sens du langage vient du rapport que les termes ont les uns avec les autres, et non pas de ce que le mot chaise désignerait cette réalité-là. Hein? Donc on sait bien que les mots sont dans un rapport structural, les uns avec les autres, dans un rapport de surface. Mais ça suffit pas. Comment est-ce qu'on fait passer de l'affect dans ce système grammatical que nous avons tous appris à l'école, avec notre plume de sergent-major, à un certain moment, assis à côté de Damasio, et quand on entendait la maîtresse nous répéter « il convient en français de savoir que tous les pronoms personnels sont des pronoms personnels masculins, il convient de savoir qu'en français, le masculin l'emporte sur le féminin. » Règle qui n'a été édictée, chers amis, qu'au XVIIe siècle, c'est-à-dire bien après l'invention de l'imprimerie, car on n'en avait aucunement besoin auparavant, puisqu'il n'y avait pas de texte à réguler, puisqu'il n'y avait pas d'orthographe, puisqu'il n'y avait pas de texte écrit. Il faut comprendre. Hein. Donc cette normativité du pronom, elle est liée à une histoire de la langue qui est très longue, qui est très longue et très lente, qui nous dépasse en termes d'années, mais qui est aussi très très récente, parce que c'est Vaugelas qui a inventé de faire ça au XVIIe siècle. Franchement, c'est pas du tout difficile de lui dire qu'il avait tort, d'accord ? On peut très bien le faire. Non, mais je veux dire, on peut faire ce qu'on veut. Il faut comprendre ça. Donc, lorsque Blanchot est en train d'observer Kafka, essayer de prendre la plume et essayer d'utiliser les syntagmes courants pour faire passer une affectivité supplémentaire, rendre le texte littéraire, Blanchot a tout à fait raison de dire c'est le langage lui-même qui doit porter l'affect. C'est-à-dire c'est dans la langue que l'affect doit arriver. Donc il ne s'agit pas de chercher de puiser plus dans sa subjectivité à soi. Il ne s'agit pas d'aller chercher des mots plus savants. Du tout. Ni du côté du langage, ni du côté de l'expérience subjective. On n'y peut rien. Il est, lui, il peut pas changer sa psyché, Damasio, mon exemple cobaye, et il peut pas changer non plus le vocabulaire, peu de vocabulaire français qu'il a réussi à mémoriser depuis qu'il est tout petit. Et c'est pas en trouvant un mot nouveau qu'il va pouvoir faire du style. Donc qu'est-ce que c'est qui va faire style? Ben, d'abord, un petit anicroche, c'est exactement aussi ce début dans son Chantons sous la pluie, où vous voyez Stanley Donen faire une claudication sur le trottoir, et c'est de cette claudication, une petite marche un petit peu heurtée, que vient brusquement la démarche dansée. Et cette claudication, elle est importante, parce que du coup, vous comprenez peut-être où je veux en venir. C'est-à-dire, je veux en venir à l'idée que si le style n'est pas donné par une matrice, qui serait une matrice par avance, si le style de Rimbaud ne définit pas maintenant une norme qui est absolument, qui magnifierait un usage noble de la langue, qu'il faudrait tous imiter parce que c'est le meilleur, l'usage noble, hein, alors que fait le style? Ben, la réponse est, il désorganise, le style réclame une théorie forte de l'amputation. Le style réclame une théorie forte de l'infirmité. Le style infirme la langue. Pourquoi? Parce que on peut penser
que la plupart des contre-exemples sont des contre-exemples qui confortent la langue. En fait, le style infirme sa propre grammaticalité. Qu'est-ce que c'est que la définition? Je suis en train ici de donner une définition du style. Le style, c'est ce qui permet à la langue de se précéder elle-même. Hein? Alors, quand je dis le style, je suppose que Damasio est vraiment un bon écrivain. On l'espère aussi pour lui. Vous comprenez? Mais il suffit que je vous dise que le style de Damasio m'a changé pour que cette claudication, ayant fait travailler mes catégories un petit peu différemment et bougeant sur mon oreille musicale d'une manière autre, me donne cette respiration qui suffise à faire bouger un petit peu les clivages. Donc, le style consiste à infirmer les règles. Et si je dis que le style infirme la règle, on n'est pas beaucoup plus avancé pour autant. Parce que comment va-t-on faire si on est jeune et si on a envie de créer pour deviner dans quelle direction infirmer? C'est pas si facile de prendre le contre-pied de tout ce qui s'est fait des grands. Vous avez donc le choix entre deux attitudes, l'une aussi défavorable que l'autre. Admirer, imiter ce que vous admirez, ou bien essayer de rejeter tout ce que vous aimez. Et dans une situation comme dans l'autre, vous êtes placé devant un champ qui est inconfortable parce qu'il n'est pas encore pris dans le vecteur d'une lutte, raison pour laquelle, parce que cette notion de bloc de devenir, elle est très importante, elle est importante pour vous, elle a été importante pour moi dans ma vie au sens le plus rigoureusement concret du terme, qui est que bloc de devenir, ça veut dire d'abord que le devenir se bloque et qu'il est bloqué. Il est bloqué dans une voie sans issue. Par exemple, une voie sans issue qui consisterait à vouloir écrire sans pouvoir posséder la langue allemande, ne pas pouvoir pourtant ne pas écrire en allemand, si on s'appelle Kafka, et ne pas pouvoir non plus renoncer à écrire. Ce que Guattari et Deleuze nous montrent, c'est que ce qui est intéressant et créatif, ça n'est pas seulement la carte d'identité du fichier syntaxique de Kafka, qui est intéressante aussi, mais c'est la rigoureuse impossibilité pratique de pouvoir s'établir dans ce diagramme-là. Donc le style infirme les autres livres en nous écorchant au passage. C'est encore une théorie qui est très romantique, une théorie très romantique de l'artiste exceptionnel. Théorie romantique, pourquoi romantique? Parce que du coup, ayant souffert, ayant créé Rimbaud, je peux dire je est un autre car je suis Rimbaud. Et pour finir, ayant commencé avec une description du style comme variation mineure, je me retrouve avec une position où j'ai érigé Rimbaud en catafalque superbe, je l'ai érigé en trophée de la culture. Je l'ai mis sur les étagères de la culture. Et vous ne pouvez pas lire Rimbaud sans faire la chose. Tout ce que vous allez admirer, si vous devenez prof dans les écoles des beaux-arts, vous allez en dégoûter vos étudiants, vous comprenez? Par une loi qui est la loi, non mais je dis les choses un peu rapidement, hein, mais qui est la loi de la transmission, qui est loi de la transmission dans laquelle vous devez faire monter au premier plan l'ensemble des agents socio-technologiques avec lesquels vous travaillez. Et ces agents socio-technologiques, ils vous permettent, du coup, de ne plus être en rapport avec quelque chose qui serait individuel et qui ne concernerait que votre petite personne. Il vous met en rapport directement, de manière très dure, avec la manière dont cette époque est en train d'avoir transformé nos subjectivités de manière absolument radicale, sans que pour l'instant, notre art, notre littérature, notre philosophie ne montrent la différence. Car pour l'instant, en philosophie, dans les arts plastiques, en littérature, nous sommes toujours très très bien installés, disons, vers le milieu du XXe siècle. Je vous remercie. Et alors, qu'est-ce qu'on fait? On laisse la place aux jeunes et plus d'école, plus de profs et ils se démerdent? Il faut d'abord qu'ils nous payent un petit peu pour que nous, les vieux, on puisse mourir sur notre prêt. C'est la loi des générations, oui, non. Quelqu'un a une question? Ah non, je passe. Oui, c'est des... Non, mais c'est à la fois optimiste et pessimiste, quoi.
C'est pessimiste pour notre génération, c'est optimiste pour la leur. Mais moi non plus. Oui, non, mais merci. Merci pour cet voyage. Mais au niveau de la normativité de la transgression, est-ce que vous pensez que l'origine de tout ça, c'est ce XXe siècle? Alors, c'est une question intéressante. J'ai déjà oublié. Oui, c'est très. Alors, parce que j'ai pas détaillé. Le début, en réalité, il y a chirographique, la main, typographique, l'industrie. C'est très important que l'imprimerie se fasse avec des types. Et puis, je dirais électrographique. Parce que ce qui compte, le troisième, c'est l'électronique. Alors, c'est même pas l'électronique, en fait, c'est l'électricité. C'est-à-dire, c'est la miniaturisation et le fait qu'il y ait des process et qu'il y ait des algorithmes qui puissent se déchaîner avec une vitesse qui est celle de cette couche de réalité-là. C'est le fait donc que l'humanité, maintenant, se déplace aussi bien dans c'est, si vous voulez, nous vivons là le choc, le drame perceptif, c'est d'abord un drame perceptif et affectif du XVIIe siècle. Nous vivons là la fin, enfin, je veux dire, on est en plein dans le tourbillon du choc extraordinaire qu'ont eu, tu veux bien me tenir ça une seconde? Oui. Qu'ont eu nos prédécesseurs, lorsque, vous savez, il y avait des lunettes au Moyen-Âge, okay, on avait deux verres comme ça, hein, et on voyait mieux. Moi, je trouve que c'est très bien aussi, ça me plaît bien, cette histoire. Et puis, il y a eu l'idée de mettre un verre et un autre, et ça, c'est l'invention du télescope. Et puis de les retourner, et c'est l'invention du microscope. Vous savez ce qu'a fait le premier gars qui avait un microscope? Qu'est-ce qu'il a voulu regarder? Qu'est-ce qu'il a voulu examiner au microscope? Il était un petit peu gêné pour dire d'où ça venait. Il a examiné, c'est du spermatozoïde. La première chose qu'il a faite, regarder ce que c'était que les spermatozoïdes. Oh, vous l'avez eu? Je sais pas, c'était dans mon couvette. Bon. Et donc, j'avais besoin de ça. Et donc, le télescope et le microscope en même temps, imaginez la bifurcation. Nous, maintenant, c'est Google Earth. Mais les gens ont commencé à avoir ce premier spectacle-là. Le chemin de fer pose la même question. En réalité, les gens qui commençaient à voyager en chemin de fer au début du 19e siècle, chemin de fer qui est évidemment pris aussi dans le processus capitaliste de passage à l'âge digital, puisque vous savez que c'est grâce ou à cause du chemin de fer qu'on a été obligé de penser le temps en fonction de l'espace, et plus comme le voulait Newton, sur un registre absolu, parce que c'est à cause des chemins de fer qu'on a été obligé de couper les fuseaux horaires et de se rendre compte que si on traversait tous les États-Unis, l'heure devait changer. Elle ne pouvait pas rester la même. La relativité d'Einstein se met en phase, et c'est pas un hasard, si Proust parle tellement d'ailleurs de chemin de fer, se met en phase dans les chemins de fer. Et les gens mouraient, vomissaient, au début vomissaient physiologiquement dans les chemins de fer à cause de cette vitesse énorme à laquelle on n'avait jamais été préparé. Nous qui allons prendre le TGV, on va le revoir. Donc, c'est une transformation qui est vraiment physiologique et qui donc est en même temps une transformation dans les normativités sociales qui doit se comprendre immédiatement sur le terrain de la régulation sociale, sur le terrain du droit, de la normativité sociale de ces agencements-là. Donc le digital remonte dans cette lecture-là au XVIIe et avec beaucoup de précautions, mais et au XVIIIe siècle, c'est évidemment Leibniz
et le digital qui compte. Voilà. Je ne sais pas si j'ai répondu. Un dernier mot? En fait, vous avez fait une critique très forte à l'expressivité de Deleuze en tant que transgression sur l'actualité de cette forme de transgression. Parce qu'en fait, peut-être que l'expression à la Spinoza on n'est pas le bon façon de habiter la normativité de la technologie. Ouais. Il faut mieux regarder du côté de Spinoza. Il n'est pas adapté à la digitalisation, c'est ça? Non, je n'ai pas compris. Ouais. Je me demandais si vous pensez que Deleuze et l'expression en particulier, c'est quelle est la relation entre ça et ce que vous avez dit? Ouais. Paolo, scusi. Excuse ma mauvaise compréhension. Oui, alors c'est un concept dont je me méfie, donc c'est pour ça que je ne l'ai pas utilisé là. Dans le concept d'expression est un concept délicat, parce que souvent les gens qui utilisent l'expression en font en font la fusée du génie. Donc c'est très difficile de penser une expression à la Leibniz justement, ou à la Spinoza, qui ne soit pas l'expressivité d'une subjectivité hors norme. Et c'est ça qui est très difficile à éviter. Donc, expressivité, oui, ou expression, au sens où Deleuze l'utilise, par exemple, dans Spinoza, le problème de l'expression, voilà, ou dans son livre sur Leibniz, oui. Mais cette expression, il faut l'ouvrir, et ça pose des problèmes qui sont des problèmes juridiques avec lesquels on a du mal à l'heure actuelle. Il faut l'ouvrir à des champs d'agents qui ne sont pas seulement humains. Voilà. Les agents de cette expression ne sont pas seulement des agents humains, ce sont des agents sociaux. Dans nos agents sociaux, nous devons commencer à inclure des agents sociaux non humains. Dans les agents sociaux non humains, je compte tous les bêtes, plantes, animaux avec lesquels nous vivons en symbiose, des symbioses très inégalitaires pour les animaux, mais je compte aussi, et bien sûr, tous les corps microscopiques avec lesquels nous sommes en constante interaction. Et quand je fais cours là-dessus à mes étudiants, j'éteins la lumière pour leur faire comprendre. On n'y pense pas, mais je veux dire, le savoir passe d'abord par ça. Et donc, l'ensemble de ces agents sociaux, les agents sociaux techniques et les agents sociaux biotiques, qui font partie intégralement de notre civilisation humaine, comme on l'a définie aujourd'hui. C'est ça, je trouve, qui m'intéresse aussi dans les transformations du droit en ce moment.